Je t'aime, moi non plus. La CGT tente de rattraper le train de la contestation des Gilets jaunes. Assez maladroite depuis le début de la mobilisation, la direction de la centrale se verrait bien récupérer le mouvement. Toujours aux abois face à la crise des Gilets jaunes, Emmanuel Macron poursuit sa tournée pour le grand débat national. Mardi, le président avait rendez-vous à Évry pour angler sa communication sur les banlieues, un terrain cher aux politiques pour faire de la récupération facile. Après les fake news, les deepfakes, ce nouveau phénomène de trucage hyper réaliste de vidéos inquiète autant qu'il fascine. Il pourrait rendre encore plus complexe la détection des fausses nouvelles. Madame, Monsieur, bonsoir. Pour commencer cette édition, l'incendie meurtrier dans le 16e arrondissement de Paris dans la nuit de lundi à mardi. Au moins 10 personnes, dont un enfant en bas âge, sont mortes dans un violent incendie qui a ravagé un immeuble de 8 étages rue Erlanger. Après plus de 5 heures d'intervention, les pompiers ont finalement réussi vers 6 heures du matin à maîtriser le feu d'une rare intensité qui a fait près d'une quarantaine de blessés, dont 6 pompiers. Une habitante de l'immeuble a été interpellée dès le matin et placée en garde à vue, âgée d'une quarantaine d'années. Elle était visiblement ivre et connue pour des troubles mentaux. Une autre habitante de l'immeuble aurait d'ailleurs assisté à une altercation avec un voisin pompier en raison d'une musique trop forte. La suspecte aurait alors menacé de mettre le feu. La police judiciaire a ouvert une enquête pour destruction volontaire par incendie ayant entraîné la mort. Et puis la CGT joue la convergence des luttes à la peine. Depuis le début du mouvement des Gilets jaunes, la centrale a lancé un appel à la grève générale ce mardi. Olivier Frère-Jacques. 3 mois après le début du mouvement des Gilets jaunes, la CGT tente le coup de la convergence des luttes. À la peine depuis quelques années et détrônée de sa place de premier syndicat de France, la centrale se verrait finalement bien se refaire la cerise à la faveur du mouvement qui agite le pays depuis 3 mois déjà. Dans ce contexte, Philippe Martinez et son syndicat appelaient aujourd'hui à la grève générale. De nombreux préavis ont ainsi été déposés dans les transports, les écoles et la fonction publique. Des manifestations ont aussi eu lieu dans plusieurs villes de France. En région parisienne, la CGT a bloqué le marché de Rungis dans la nuit de lundi à mardi. Une action en apparence commune avec les Gilets jaunes, l'occasion de ressortir les vieux slogans de la centrale mais aussi de greffer un collectif de sans-papiers au mouvement. L'argent pour les salaires, pas pour les actionnaires. Ouais, ni pour faire les guerres. L'argent pour les salaires, l'argent pour les retraites. Difficile cependant de savoir dans quelle mesure des Gilets jaunes ont suivi la CGT. Il suffit en effet à des adhérents de la centrale de revêtir un gilet pour donner le change. En effet, depuis le début du mouvement, né de la colère fiscale, la CGT est très prudente, voire méfiante à l'égard d'un phénomène qui, lui, rassemble tous les samedis des dizaines de milliers de personnes. Si les tentatives de récupération politique ont pour l'instant été plutôt vaines, le mouvement voit donc à présent la centrale marxiste essayer de surfer sur la vague, une démarche qui pourrait diviser. L'accueil des CGTistes par les cortèges de Gilets jaunes étant parfois un peu compliqué.
Quelques figures des Gilets jaunes ont appelé à un blocage total, à l'image d'Éric Drouet et de l'avocat François Boulot. Difficile cependant d'imaginer une convergence des deux mouvements. En effet, les Gilets jaunes se sont créés essentiellement sur les réseaux sociaux, ne sont pas marqués par une structure formelle et hiérarchique et connaissent des influences idéologiques très diverses, tout le contraire de la CGT. Ajoutez à cela une certaine défiance de nombreux Français Gilets jaunes vis-à-vis des centrales, les syndicats étant considérés par beaucoup comme intégrés totalement au système institutionnel et politique. Le fait que les syndicats soient très marqués à gauche empêche aussi un véritable rapprochement entre les deux entités. Hésitant à rejoindre le mouvement, la CFDT, elle, a finalement abandonné cette idée, ce qui ampute la grève générale de précieux effectifs. La CGT, elle, s'engouffre dans la brèche, quitte à montrer au grand jour son incohérence. En effet, Philippe Martinez déclarait en novembre ne pas vouloir défiler à côté de ce genre d'individus. Mais il semblerait que la longévité et l'importance du mouvement aient convaincu Philippe Martinez de franchir le cap. Le secrétaire général de la centrale aurait aussi répondu à une demande de son aile gauche, dont il a besoin pour les élections internes pour le prochain congrès de mai. La convergence voulue par certains acteurs des Gilets jaunes et des meneurs syndicaux semble cependant bien précaire. Le caractère très marqué politiquement à gauche du syndicalisme français, les objectifs divergents et l'opposition sociologique de ces groupes pourraient bien conduire la fameuse convergence des luttes dans le mur. Et de 5 représentations pour Emmanuel Macron. Mardi, le président s'est rendu à Évry en Essonne pour une nouvelle étape de son grand débat national. Sans surprise, la réunion s'est essentiellement concentrée sur les problèmes des banlieues. L'opération séduction continue pour Emmanuel Macron. Mardi, la 5e étape du grand débat en présence du chef de l'État se tenait à Évry en Essonne. Dès son arrivée, non loin d'un petit groupe de gilets jaunes venus pour l'occasion, le président a misé sur la proximité avec les habitants de la ville. Vous vous appelez comment? Monsieur Malouka Emmanuel. Malouka Emmanuel. Il y en a d'autres qui veulent venir? On compte sur vous. Hein. On va continuer. S'il y a de la santé, je vous dirai. Monsieur, il vient là. Il arrive. Ah, bon, parfait. Bonjour. Et si le compte officiel de l'Élysée a relayé cette vidéo, c'est qu'un accueil positif pour Emmanuel Macron est devenu une denrée rare pour le service communication de la présidence. D'ailleurs, après cette rencontre furtive avec les gens qui ne sont rien, le débat s'annonçait plus houleux. Face à quelques 300 personnes composées d'élus et responsables associatifs, Emmanuel Macron devait donc consacrer cette rencontre aux problèmes dans les banlieues. Une étape qui intervenait presque un an après la présentation du plan Borloo, abandonné depuis et qualifié à l'époque par Emmanuel Macron de plan établi par deux mâles blancs. Vincent Jeanbrun, maire Les Républicains de l'Haye-les-Roses dans le Val-de-Marne et conseiller régional d'Île-de-France, participait au raout présidentiel. Il revient sur les attentes qu'il anime en tant qu'élu de banlieue. Écoutez, les attentes étaient très très fortes. D'ailleurs, je crois que l'attente de tous les maires était forte. Quand le président de la République est arrivé dans la salle, il a serré les mains pendant 2 ou 3 bonnes minutes dans un silence extrêmement pesant. Il n'arrivait pas en territoire conquis, c'est le moins qu'on puisse dire. Et les questions des maires qui ont suivi ont montré à quel point il y avait une sorte de défiance dans la capacité du président, mais plus largement du gouvernement, de prendre réellement en compte la problématique des banlieues. Et notre attente, elle était simple, elle était que nous faisons face à des difficultés hors normes. Nous avons certains morceaux de nos villes, des quartiers entiers qui sombrent peu à peu, qui se détachent de la République. Et nous attendions du président de la République, petit 1, qu'il entende cette situation, cette réalité, que ce n'était pas une caricature, et petit 2, qu'il prenne la juste mesure et qu'il nous fasse des propositions concrètes. Alors pour écouter, on peut confirmer, il l'a écouté, mais on attend toujours les propositions. Séduction, compréhension, mais pas de proposition. Comme pour les précédentes éditions du Grand Débat, Emmanuel Macron voulait faire preuve de bonne volonté face aux problèmes des Français relayés par les élus. Une opération qui navigue toujours aux frontières d'un clientélisme successif. Moi, je ne parlerai pas de clientélisme. Je crois qu'on a un président de la République qui a théorisé tout seul comme un grand la question de Jupiter. Il s'est posé en roi de l'Olympe, très en distance avec les Français et les corps intermédiaires. Et aujourd'hui, il est contraint de forcer sa nature et d'aller animer quasiment des réunions de quartier comme le font les maires dans leur propre quartier pour essayer de se racheter une image de proximité. Mais après, derrière, effectivement, on se dit qu'il va y avoir une limite à cet exercice. C'est-à-dire qu'un coup, il vient voir les maires de banlieue, un coup, il vient voir les maires de la ruralité, un coup, il va voir les jeunes, un coup, il va voir les maisons de retraite. Et si à chaque fois, il fait un cadeau aux uns et aux autres dans une optique clientéliste, on ne sortira pas le pays de la crise, c'est certain. En revanche, on a une nécessité, c'est d'avoir une vision globale. Et aujourd'hui, on a une République qui est fragilisée, qui n'est plus capable
d'exercer son autorité sur tous les territoires de France. Et je crois que les banlieues, c'est pas un petit sujet et c'est pas faire du clientélisme auprès des populations qui peut être la bonne réponse, mais c'est plutôt d'aider très fortement les maires qui veulent casser les ghettos. Et la proposition que je lui ai faite à titre personnel hier, c'est de lancer un plan anti-ghetto qui émanerait d'une proposition faite par des élus de terrain et faire en sorte de leur donner une autorité sur des comités réunissant tous les services publics et tous les services de l'État de manière à ce que tout le monde tire dans le même sens, parce qu'on ne résoudra pas les crises dans les banlieues simplement en subventionnant un petit peu mieux telle ou telle association. Là, effectivement, on tomberait dans le clientélisme. Et si Emmanuel Macron insiste sur le temps du débat, il faut avouer que les propositions, pour ne pas dire les solutions, ne se bousculent pas. Et ce, malgré les rumeurs d'organisation d'un référendum pendant les élections européennes. Une proposition loin de convaincre Vincent Jeanbrun. Tester médiatiquement l'idée d'un référendum, c'est ça l'opération de communication. Et vouloir priver les Français du débat sur l'Europe en mettant un référendum au même moment que l'élection, ça, ce serait non seulement une opération de communication, mais en plus un coup politique et peut-être même une basse manœuvre politique. Les deepfakes ou l'art du trompe-l'œil numérique, de nouveaux procédés technologiques permettent désormais de truquer des vidéos en modifiant de manière ultra réaliste des expressions faciales et autres gestuelles d'individus de vidéos officielles. De quoi susciter l'inquiétude à l'ère de la manipulation massive de l'information. Thomas Lerue. Vladimir Poutine et Donald Trump rappent en prison, Barack Obama insultant l'actuel président des États-Unis. Les trucages de vidéos ultra réalistes envahissent la toile depuis plusieurs mois. En quelques clics, n'importe quel programmeur qualifié peut désormais jouer avec le visage de personnalités publiques pour leur faire dire ce qu'ils lui chantent. À l'origine de ces trucages qui se propagent sur le net depuis l'an dernier, la technique d'apprentissage profond, traduit de l'anglais Deep Learning, une technologie grâce à laquelle l'intelligence artificielle est capable, sur la base de portraits photographiques intégrés dans un logiciel d'effets spéciaux, de mémoriser le visage d'une personne et de le reconstituer à partir des traits et expressions de n'importe qui pour lui faire dire n'importe quoi. En dehors de son aspect ludique, ces deepfakes constituent un outil potentiel de manipulation de l'information, pouvant nuire à la réputation de quelqu'un, berner l'opinion publique, leurrer les assurances, les banques ou même des géants du commerce en ligne dont le système de paiement est basé sur la reconnaissance faciale. À terme, le risque souligné par les spécialistes est notamment que l'idée même de preuves par image ou vidéo disparaisse. Cette technologie ouvre la porte à de vastes campagnes de désinformation. Aux États-Unis, plusieurs élus craignent l'utilisation de ces fausses vidéos pour la campagne présidentielle de 2020. L'agence de recherche américaine de défense liée au Pentagone, la DARPA, a notamment dépensé 68 millions de dollars pour financer des outils capables de les repérer et les condamner. En dépit de la chasse aux deepfakes lancée sur les réseaux sociaux, le phénomène technique progresse et risque d'être difficile à endiguer. Un problème qui renvoie à la question de la fiabilité des informations publiées et partagées sur Internet. Dans une société qui rejette toute forme de vérité, les deepfakes ne semblent être qu'un élément de doute supplémentaire à une époque où peu d'informations apparaissent intangibles. Et à présent, c'est le moment de passer à l'actualité en bref avec Thibaut Bastide. Un nouveau pas vers le rétrécissement des libertés. Ce mardi, l'Assemblée nationale a voté à une large majorité la loi dite anti-casseurs. Cette proposition, largement contestée pour son aspect liberticide, a été approuvée par 387 voix contre 92 et 74 abstentions, parmi lesquelles 50 sont issues de la majorité En Marche, et ce malgré les remontrances des députés obéissants. De son côté, l'ensemble de l'aile gauche a voté contre. Le texte sera examiné le 12 mars en seconde lecture au Sénat, dont la majorité de droite devrait le valider puisqu'il a été à l'origine rédigé par les Républicains. De quoi réjouir le gouvernement qui souhaite une adoption rapide pour faire face aux manifestations des Gilets jaunes. Amazon n'aime pas les gilets jaunes. Le géant américain aurait envoyé une lettre de licenciement pour faute grave à plusieurs salariés. Le motif, ils ont exprimé sur les réseaux sociaux une forme de soutien aux gilets jaunes. Pour justifier les licenciements, Amazon évoque un comportement en opposition totale aux valeurs de l'entreprise et des propos d'une singulière gravité qui constituent un manquement grave à leur obligation de loyauté. Le syndicat CGT a demandé leur réintégration et estime que leur licenciement a pour objectif d'en faire des cas exemplaires et dissuader les autres d'agir.
Nicolas Hulot dénonce l'acharnement de Monsanto. L'ancien ministre de la Transition écologique a confié au journal du dimanche avoir été la cible d'un lobbying agressif de la part du géant de l'agrochimie. Une officine belge aurait été chargée par Monsanto de ternir sa réputation dès son arrivée au sein du gouvernement d'Édouard Philippe. D'après l'ex-ministre, les agissements de l'entreprise spécialisée dans les biotechnologies agricoles se font sous le regard de la plupart des décideurs mondiaux qui gardent le silence. Nicolas Hulot s'exprimait à l'occasion de l'ouverture d'une nouvelle étape du procès qui oppose depuis 12 ans Paul François à la multinationale. Le groupe Bayer aurait intoxiqué l'agriculteur charentais en 2004 par le lasso, un herbicide désormais interdit. L'affaire sanitaire du Levothyrox prend un nouveau tournant. Le parquet de Marseille, qui avait ouvert en mars 2018 une information judiciaire pour blessure involontaire dans le volet pénal du dossier du Levothyrox, l'a élargi lundi à homicide involontaire. Indépendamment des milliers de plaintes de malades de la thyroïde suite à des effets secondaires, la nouvelle formule du médicament serait également à l'origine du décès suspect de 2 jeunes femmes. Les avocats estiment avoir franchi une étape décisive dans cette tentative de mettre en lumière la complaisance de certains employés de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé qui auraient laissé commercialiser un produit dont la dangerosité était scientifiquement connue. Asia Bibi est au Canada. La chrétienne, condamnée à mort pour blasphème puis acquittée par la Cour suprême pakistanaise, a trouvé refuge au Canada où elle a pu retrouver sa famille. Libérée le 31 octobre 2018 après près de 9 ans dans le couloir de la mort, Asia Bibi devait vivre cachée et sous haute protection dans son pays. Son acquittement n'avait pas été accepté par les islamistes qui continuaient de réclamer sa tête. La jeunesse américaine prend une truie pour exemple. S'inspirant du dessin animé Peppa Pig, les enfants adoptent les mimiques de la célèbre famille Cochon. Ainsi, ils reprennent l'accent britannique présent dans le dessin animé et grognent à la fin de chaque phrase. Un phénomène qui a une explication scientifique. Selon la British Psychological Society, les enfants de 5 à 6 ans ne sont pas en mesure de distinguer les divers accents d'une même langue. Et voilà, on arrive déjà à la fin de cette édition. Dans un instant, on découvre un nouveau numéro de La Petite Histoire. Cette semaine, Christopher Lannes vous parle des fake news sur Marie-Antoinette. Dans cet épisode, j'ai voulu revenir sur les mensonges, les fake news, les calomnies qui ont atteint la reine Marie-Antoinette avant et après la Révolution. On l'a traitée de hyène autrichienne, de voleuse, d'espionne, de femme légère, d'infidèle ou encore d'insouciante, méprisante du peuple, avec cette fameuse phrase « S'ils n'ont pas de pain, qu'ils mangent de la brioche » qu'elle n'a jamais prononcée. C'est parti pour une petite mise au point bien nécessaire à propos de Marie-Antoinette, la mal-aimée. Ce soir, vous retrouverez également Passé Présent. Philippe Conrad revient sur l'histoire du canal de Suez à l'occasion des 150 ans de son inauguration. Et puis tout de suite, la France de Campagnol de Christian Combaz et Mille Libertés politiques avec François Billot-Lochner. Et à présent, c'est la fin de cette édition. Merci pour votre fidélité. À demain. Bonsoir. L'autre jour, l'abonné au Monde, qui venait sans doute de lire un article à ce sujet, nous a coincé Gustave et moi devant la machine à bière en nous disant que nous étions l'illustration typique de l'alliance brun-rouge qui se dessinait en France. D'un côté, Gustave, un autodidacte de 70 ans qui était passé par toutes les couleurs de la gauche libertaire à l'italienne, façon Beppe Grillo, fête de la saucisse sur la grande place de Bologne, etc., grand-messe pacifiste européenne, manifestation contre Reagan. Et ça, donc, c'était Gustave, alias Gustavo. Et de l'autre côté, moi, qui ai eu droit à ma caricature aussi, trop orgueilleux pour être d'aucun parti, disait-il, mais suppôt de la réaction. Moi qui, selon lui, me déclare artiste plutôt qu'intellectuel, ce qui m'évite de débattre. Moi qui me suis réfugié à la campagne pour faire genre, qui suis pour l'ordre, il a dû trouver ça dans une interview, mais c'est pas faux. Moi qui aime à la fois les prêtres et les militaires, parce que je serais un peu des deux, et qui aimait bien d'ailleurs Ronald Reagan, ai-je ajouté.
Et donc, a-t-il poursuivi, c'est cet attelage qui gouvernerait la France future à l'italienne. Non mais laissez-moi rire. Alors ce jour-là, la conversation n'est pas allée très loin parce que l'abonné au Monde, Albert, quand il dit ce genre de choses, c'est toujours en mettant son chapeau au moment de partir pour éviter la réplique. Mais ensuite, nous en avons reparlé avec Gustave pour analyser froidement la raison pour laquelle je ne l'aurais jamais fréquenté dans les années 70, et lui non plus d'ailleurs. Mais là, nous nous entendions finalement assez bien. D'abord, il m'a dit, il ne faut pas croire, hein, il y a quand même une part de hasard. Même aujourd'hui, je ne te choisirai toujours pas comme copain sur catalogue. J'aurais arraché la page du catalogue. Il ne faut pas exagérer, un fasciste tel que toi, ça ne me serait jamais venu à l'esprit de lui payer une tournée. Et pourtant, m'a-t-il dit, quand j'avais 30 ans, les gros fachos, c'était des citadins qui n'avaient pas de sens artistique. Or, malheureusement, je suis obligé d'admettre que tu as passé toute ta vie à la campagne, que tu fais de la peinture, du piano, de la littérature, tu es tellement artiste que tu devrais voter à gauche, hein, c'est le foutoir dans ta maison, tu répares les ordinateurs alors que tu devrais haïr la mécanique et adorer l'ordre, puisque tu es de droite. Tu n'arrêtes pas de parler des pauvres, des maladroits, tu aurais pu faire un effort pour te conformer à ce qu'on attendait de toi. En fait, secrètement, tu es à gauche, me dit-il. Eh bien toi, lui dis-je en réponse, c'est pareil, ou plutôt c'est le contraire. Comme anarchiste, on s'attendrait à ce que tu sois désordonné et insolent. En fait, tu es d'une courtoisie parfaite, maladive, ton bazar là est rangé au quart de poil, tu répares tout, tu classes tout, tu passes l'aspirateur tout le temps, tu ne peux pas supporter les manifestations dans la rue, les casseurs, tu leur tirerais dessus. Tu ne supportes pas les pannes mécaniques et tu n'enlèveras jamais le capot d'un ordinateur. Tu préfères les manuels d'utilisation aux appareils qu'ils décrivent, tu es hypocondriaque, tu as toujours un cancer quelque part. Quand je te montre un truc, tu me dis oui, j'ai lu ça quelque part, mais si tu ne l'as pas lu, tu ne veux pas y croire. Tu passes ton temps sur Internet, tu es extrêmement sceptique et ironique. L'autre jour, tu disais à un jeune là devant moi, arrête avec ton monde sans frontières. Là, je te signale que quand j'avais 20 ans, on allait en 2 chevaux à Kaboul et à Delhi. C'était beaucoup mieux avant. Non seulement on se faisait pas égorger, mais la voiture allait jusque là-bas sans problème, alors que je te souhaite du plaisir aujourd'hui. Non seulement tu te ferais égorger, mais si tu en réchappes, ta Fiat Punto, elle va te lâcher en plein désert. Et le pire, lui ai-je dit, c'est que tu as dit à ce jeune, j'étais là, d'arrêter de parler de voyage en déclarant que tu étais bien chez toi et que tu n'en bougerais pour rien au monde. Et je me souviens même, un jour, tu m'as blâmé de parler l'anglais. Donc, et c'est ça que je voulais dire, et je conclus, tu es devenu de droite, et moi de gauche. Donc, électoralement, nous avons un avenir ensemble. Et là, c'est lui qui a repris mon raisonnement avec amusement. C'est vrai, on déteste tous les deux les gens qui disent qu'il n'y a plus de frontières, qui se ruent au Starbucks pour boire le même café partout dans le monde, les gens qui disent celles et ceux, qui disent les femmes et les hommes. Ensuite, on est persuadés tous les deux que les journaux ne disent pas la vérité, ni sur le présent, ni sur le passé, ni sur le futur. On n'aime ni l'un ni l'autre l'argent, mais surtout on n'aime pas ceux qui ne pensent qu'à ça. En revanche, on aime bien les gens modestes, les animaux, les enfants, les vieillards. On n'aime pas la violence, la cruauté, même pour rire. Mais on a une certaine amitié pour la mort parce qu'elle est une consolation, surtout quand on voit tous ces cons. On a envie de leur dire « rien n'est important puisqu'on sera tous immobiles un jour ». On n'aime pas le cinéma de dingue ou la musique de merde ou le contraire, je cite toujours. Hein. Donc comme les gens qui nous ressemblent sont en train de devenir les plus nombreux dans ce pays à cause du baby-boom qui est en train de devenir un papy-boom, eh bien il faut restaurer l'idée de la proportionnelle et on va noyer tout le monde dans un océan de sagesse. Et bien voilà le programme de Gustave et je suis bien obligé d'admettre que c'est un peu le mien aussi. Abonnez-vous, merci. Pour que les choses soient claires, définissons d'abord ce que sont les prélèvements fiscaux. La France produit chaque année une richesse appelée produit intérieur brut. Aujourd'hui, comment cette richesse se répartit-elle en France? Cela est très simple. L'État, au sens large, prélève presque la moitié de cette richesse pour la redistribuer comme il l'entend. C'est ce qu'on appelle le prélèvement fiscal. À titre de comparaison, la puissance publique des États-Unis ne ponctionne fiscalement que le quart du produit intérieur brut du pays. Quelle est donc la signification de cet écart considérable entre la France et les États-Unis? Aux États-Unis, il est admis que les acteurs privés sont suffisamment adultes pour disposer librement d'une partie très importante de la richesse produite. En France, au contraire, il est considéré que l'État doit décider de tout, accaparer le maximum de richesse produite et redistribuer comme il l'entend
en fonction de ses propres critères, fondés évidemment sur des présupposés idéologiques. Illustrons notre propos. Aujourd'hui, la puissance publique est ouvertement immigrationniste. L'accueil des immigrés coûte chaque année plusieurs milliards d'euros et le coût général de l'immigration en France est de l'ordre de 70 milliards d'euros par an. Ainsi, une partie non négligeable des prélèvements fiscaux annuels est affectée à une politique d'immigration majoritairement refusée par les Français. Cette situation se fonde sur l'idéologie marxisante et libertaire tant prisée par les élites médiatico-politiques. La situation de la France est claire. La France est désormais championne du monde des prélèvements fiscaux et peut être assimilée à une sorte de dictature des élites qui confisque une part considérable de la richesse produite par les Français au profit de leur idéologie destructrice. La révolte fiscale des Gilets jaunes est à cet égard d'une exceptionnelle importance. Le pouvoir en a conscience et fera tout pour tuer cette révolte qui le met gravement en péril. Si vous souhaitez m'écrire, n'hésitez pas et je vous dis à très bientôt.